à bord, puis le lunch, puis Evelyn, puis Miss Henry, pour finir, Mrs. Palais bloquant le passage. Tout le temps, elle avait été frustrée après des supplices de Tantale. Maintenant, elle venait d'atteindre une de ces hauteurs qui apparaissaient au moment des crises et d'où l'on découvre enfin le monde dans ses justes proportions. Ce spectacle lui déplaisait infiniment, église, politiciens, vêtements ratés, impostures énormes, hommes tels que M. Dalloway ou M. Bax, le caquet d'Evelyn, Mrs. Palais bloquant le passage. Cependant, les battements réguliers de son pouls signalaient en elle-même la présence secrète et chaude d'un flux de sensations. Cela battait, cela luttait, cela se hâtait. Pour l'instant, c'était son corps à elle qui abritait la source de toute vie dans le monde, vie qui cherchait à s'extérioriser brusquement ici, là et qui se voyait refoulée tantôt par M. Bax, tantôt par Evelyn, tantôt par le fardeau de l'écrasante bêtise, par le poids du monde entier. En proie à ses angoisses, elle se tordait les mains, car tout était faux et tout le monde était bête. Quelques silhouettes qu'elle distingua vaguement en bas, dans le jardin, lui apparurent comme des amas de matière errant au hasard, sans autre but que de l'encombrer. Qu'avait-il à faire là? Tous ces autres. Personne n'en sait rien, se dit-elle. L'excès de sa rage commençait à faiblir et la vision si précise du monde s'atténua. C'est un rêve, murmura-t-elle, les yeux fixés sur l'encrier couvert de rouille, la plume, le cendrier, le journal français, et le temps restant dans le chapitre. 9,69% eut l'impression que ces petits objets sans valent pure represpu, Yachi des vies humaines, nous dormons, nous rêvons, dit-elle à nouveau. Mais une possibilité se présenta à son esprit qui la fit sortir de son apathie mélancolique. Une de ces formes ne serait-elle pas celle de Terence Ewey? Aussitôt, elle se sentit agitée comme avant de venir s'asseoir à cette place. Le monde ne lui apparaissait plus tel une ville étalée à ses pieds. Un brouillard d'un rouge fiévreux l'enveloppait maintenant. Rachel était retombée dans l'état d'esprit qui, toute la journée, avait été le sien. Pour s'en évader, la réflexion ne lui était d'aucun secours. Le seul remède, c'était le mouvement physique, traverser des chambres, traverser des mentalités environnantes. En quête de quoi, elle n'en savait rien. Elle se leva donc, repoussa la table et descendit. Elle franchit la porte du hall, tourna le coin de l'hôtel et se trouva au milieu des personnes qu'elle avait aperçues de la fenêtre. Mais, en plein soleil après la pénombre des couloirs, en chair et en os après les images de rêve, leur groupe prenait une intérioricité étonnante, comme si de chaque détail on venait d'enlever la surface poussiéreuse, ne laissant que le réel et l'immédiat. C'était comme une apparition se détachant sur un fond de ténèbres. Des formes blanches, grises, violettes, étaient éparpillées sur du verre, autour des tables en rotin, au milieu, la flamme de la bouilloire à thé faisait vibrer l'air et lui prêtait l'aspect d'une vitre brouillée. Un arbre vert dominait tout cela temps restant dans le chapitre. 8,69% ayant établi son projet, Elio mutait, exécution avec une impétuosité antime. Rachel prit son parti avec empressement mais bien sûr, je viens. Et toi aussi, Elan, et Monsieur Pépère aussi. Tandis qu'elle s'asseyait, elle se rendit compte qu'elle était entourée de visages connus, mais que Terence était absent. De tous côtés, on émettait des avis sur le voyage projeté. Selon les uns, il ferait chaud, mais les nuits seraient froides. Selon d'autres, il serait difficile surtout de trouver un bateau et aussi de se faire comprendre des indigènes. Mrs. Flussing écartait tous les obstacles dressés soit par l'homme, soit par la nature en assurant que son mari arrangerait tout cela. Pendant ce temps, Monsieur Flussing expliquait tranquillement à Helen que l'expédition n'avait rien de compliqué, il s'agissait de 5 jours à passer dans l'intérieur du pays. Le site, un village indigène, valait certes une visite avant le retour en Angleterre. Elle en répondait par des murmures ambigus sans se prononcer dans un sens ou dans l'autre. Trop de personnes de catégories différentes étaient rassemblées autour de cette table pour qu'une conversation générale pût se poursuivre avec succès. Du point de vue de Rachel, cela offrait le grand avantage de ne pas l'obliger à parler. Un peu plus loin, Suzanne et Arthur essayaient de faire comprendre à Mrs. Palais qu'on projetait une expédition, Mrs. Palais, ayant enfin temps restant dans le chapitre. 6,69% compris, fois Ulula,01 conseil de voyageuse honoraire, il fallait emporter des boîtes de conserve, des manteaux de fourrure et de la poudre insecte de chez Ivermicis.
Flussing, elle lui chuchota quelque chose qui, à en juger par la façon dont son œil s'alluma, devait se rapporter à des punaises. D'un autre côté, elle en récitait à Saint John Hirst sonner le glas pour les braves, manifestement dans l'espoir de gagner la pièce de 6 pence déposée sur la table. Ailleurs, Monsieur Wingdelio imposait silence à son auditoire au moyen d'une savoureuse anecdote relative à Lord Curzon et à la bicyclette d'un étudiant. Mrs. Thornbury cherchait en vain le nom du personnage qui aurait pu devenir un nouveau Garibaldi et qui avait écrit un livre que chacun devait lire. Monsieur Thornbury se rappela qu'il tenait une paire de jumelles à la disposition des amateurs. Miss Allen cependant, dans l'intimité qui souvent s'établit entre une vieille fille et un chien, susurrait quelque chose au extérieur qu'Evelyn avait enfin réussi à attirer. De temps à autre, un soupir des branches d'arbres laissait descendre sur les assiettes des grains de poussière ou de pollen. Dans la mesure où une rivière peut sentir une brindille qui y tombe au voir le ciel au-dessus, Rachel percevait un peu de ce qui se passait autour d'elle, mais son regard était trop vague pour le goût d'Evelyn. Celle-ci contourna la table et vint s'asseoir par terre à ses pieds. « Eh bien ?» interrogea-t-elle brusquement. « À quoi pensez-vous à Miss Warrington ?» répondit Rachel sans réfléchir, simplement pour dire quelque chose. Tant restant dans le chapitre. 5 minutes voyait en Achiri un litre en parler à voix basse à Mrs. Elio, tandis qu'Ulm la complaît, plein d'une confiance absolue dans l'amour qu'il ressentait pour elle. Rachel et Evelyn PRE accent circonflexe terrent l'oreille à ce que disait Suzanne. Il y a les rangements, les chiens, le jardin, les enfants qui viennent prendre des leçons, scandait la voix de Suzanne, comme s'il s'agissait de barrer les choses sur une liste et mon tennis, et le village, et la correspondance de papa, et mille autres détails qui n'ont l'air de rien, mais qui ne me laissent pas un instant de liberté. Quand je vais me coucher, je m'endors avant d'avoir posé la tête sur l'oreiller. De plus, j'aime faire de longues visites à mes tantes, je vais souvent les ennuyer, n'est-ce pas, tante Emma? Elle adressa un sourire à la vieille Mrs. Palek qui, la tête un peu penchée, contemplait le cake dans une affectueuse expectative. En outre, papa est très sujet au rhume en hiver, et cela entraîne beaucoup d'allées et venues, car il n'est pas capable de faire attention à lui-même. Pas plus que vous ne le serez, Arthur. C'est ce qui fait monter le tas de choses qu'il faut faire. Sa voix monta, elle aussi, en une extase de satisfaction béate devant son existence et devant son propre caractère. Rachel conçut soudain une violente antipathie à l'égard de Suzanne, oubliant tout ce que celle-ci avait de gentil, de modeste, de touchant même. Elle lui paraissait cruelle maintenant, dépourvue de sincérité. Elle la voyait devenir énorme, prolifique, sa queue et son profondeur, la fleur de ses joues transformée en un réseau desséché de vénules rouges. Tant restant dans le chapitre. 70% élan, qui avait gagné les 6 pence et semblait se préparer à partir, se tourna vers Rachel. « Tu es allée à l'église, oui ?» dit Rachel. Puis elle ajouta pour la dernière fois. Élan, occupée à mettre ses gants, en laissa tomber un. Evelyn s'en empara, comme pour s'opposer au départ, en s'écriant « Vous n'allez pas partir, il est grand temps ?» répliqua Élan. « Vous ne voyez donc pas que personne ne dit plus rien ?» Le silence s'était refermé sur eux tous, amené en partie par quelque hasard de la conversation, en partie par l'approche d'un nouveau personnage. Élan ne voyait pas qui c'était, mais elle eut dans l'expression de Rachel quelque chose qui lui fit penser « Tiens !» C'était où elle se mit à enfiler ses gants avec un sentiment curieux de l'importance de cette minute. Puis, le vacarme Mrs. Flussing, de son côté, avait aperçu et l'interviewait déjà au sujet des fleuves et des bateaux, ce qui annonçait que la conversation allait reprendre depuis le commencement. Rachel suivit Élan. Elles parcoururent l'avenue en silence. Malgré ce qu'elle venait de voir et de comprendre, la préoccupation dominante chez Élan était d'une étrange perversité, tant restant dans le chapitre 3-70%, elle se disait que pendant cette expédition, elle ne pourrait pas prendre de bain, sacrifice qui lui paraissait important et pénible. C'est si déplaisant d'être parqué avec des gens qu'on connaît à peine, dit-elle, des gens qui ne veulent pas qu'on les voie tout nus. Tu n'as pas l'intention d'y aller, demanda Rachel. L'intensité de son accent agaça Élan, qui prit un air de plus en plus détaché. Je n'ai l'intention ni d'y aller ni de ne pas y aller. Au fond, je crois que nous connaissons déjà tout ce qu'il y a à voir dans la région. De plus, il s'agit d'arriver jusque-là et ils ont beau dire, cela menace d'être affreusement inconfortable pendant quelque temps.
Rachel s'abstint de répondre, mais son animosité augmentait à chaque phrase de Elan. À la fin, elle n'hésita plus et s'écria « Dieu merci, je ne suis pas comme toi, Elan. Il me semble par moments que tu ne penses, ne sens, n'aimes, ne fais qu'une chose, exister. Tu es comme Monsieur Lirst. Tu constates que quelque chose est mauvais, et tu es toute fière de l'avoir dit. C'est ce que vous appelez être honnête. En réalité, c'est être paresseux, stupide, rien du tout. Vous n'apportez votre aide à rien, vous mettez un terme à toute chose en restant dans ce chapitre. Demain 70% elle en souriait, comme si elle prenait plaisir à cette attaque. Et alors fit-elle je trouve que c'est mal, voilà tout c'est bien possible, dit Elan. À tout autre moment, Rachel eût été vraisemblablement réduite au silence par la franchise de sa tante, mais ce jour-là, elle n'était pas disposée à se laisser réduire au silence par quiconque. Elle appelait la querelle. Tu ne vis qu'à moitié est-ce parce que j'ai décliné l'invitation de Monsieur Flussing demanda Elan. Où est ton opinion de toujours sur le coup? Il sembla à Rachel qu'elle avait de tout temps constaté chez Elan les mêmes défauts. Depuis le premier soir à bord de l'Euphrosine, malgré la beauté et la grandeur d'âme de sa tante, malgré leur affection réciproque. Au du reste, tout le monde est comme ça, dit-elle. Personne ne sent rien, personne ne fait rien, sinon blesser les autres. Je te le dis, Elan, le monde est mauvais. Vivre, vouloir c'est une torture, en restant dans le chapitre. À main 70% à un i.1, à une poirier B le Ilioff, il 11K, 1, P. IR ce dont naît une C01 T01 1.111 C0 l'existence de ces gens, essaya et clique d'explique, leur absence de but, leur façon de vivre. Tout en qu'ils sont, c'est la même chose. Il n'y en a pas un seul qui vous apporte ce qu'on attendait de lui son exaltation, le désordre de ses idées en aurait fait une proie facile si elle en eut envie de discuter ou de lui extorquer des confidences. Mais, au contraire, elle s'enferma dans le silence pendant le reste du trajet. Les plaisanteries, les bavardages, les fadaises de l'après-midi avaient perdu leur consistance à ses yeux. Par-delà les affinités et les antipathies, les rapprochements et les séparations, de grandes choses prenaient naissance, des choses d'une redoutable grandeur. Toute impression de sécurité faillit l'abandonner, comme si sous des broussailles et des feuilles mortelles venait de voir bouger un serpent. Il lui sembla qu'un instant de répit leur était accordé, un instant d'illusion, après lequel la loi impénétrable, la loi sans raison s'abattrait sur eux à nouveau, les modelant tous selon son caprice, les formant ou les détruisant. Elle regarda Rachel qui marchait à ses côtés, froissant toujours les feuilles entre ses doigts et perdue dans ses méditations. Elle était amoureuse et elle en la plaignait profondément. Mais elle secoua ses pensées et dit, en restant dans ce chapitre. À main 70 CVO je suis désolée, mais si je suis ennuyeuse, c'est dans ma nature, il n'y a rien à faire. Elle corrigea cependant sans difficulté ce défaut naturel en déclarant que le projet de Flussing lui paraissait excellent, qu'il fallait seulement l'examiner de plus près, ce qu'elle fit avant qu'elles eussent regagné leur villa. D'un commun accord il fut décidé que, si le projet revenait sur le tapis, elles accepteraient l'invitation, en restant dans le chapitre. À main 70% égale à moins 4 la vêtue sous les vœux tandis qu'ils y salent, Terence et Rachel, taille, H, il de pi, I, vela et PER voix, Temdidé, main multiniti de grand sapiten CLTNR, US je colonise le Inode, ils avaient aperçu cette large baltite bleue entêtée à vert, les sables, rejoignant la mer et, en amont, la nuée verte, les arbres qui s'épaississaient peu à peu jusqu'à soustraire finalement au regard la vue de ces eaux. Pendant une vingtaine de milles, on rencontrait ça et là le long du rivage, des maisons bientôt remplacées par des huttes, puis, sans plus la moindre maison ni hutte, il y avait des arbres et de l'herbe que seuls connaissaient les chasseurs, les explorateurs, les marchands venus jusque-là en bateau ou à pied, mais non pour s'y installer à demeure. Parti de Santa Marina au début de la matinée, après avoir fait 20 milles en voiture et 8 milles à cheval, le groupe, composé finalement de 6 Anglais et Anglaises, atteignait les bords du fleuve à la tombée de la nuit. Au petit galop ils sortirent du sous-bois, Monsieur et Mrs. Flussing, Elan Ambrose, Rachel, Terence et Saint John. Les petits chevaux, fatigués, s'arrêtèrent automatiquement et les Anglais mirent pied à terre. Mrs. Flushing, pleine d'entrain, s'avança à grands pas jusqu'au bord de l'eau.
Durant cette journée longue et chaude, la vitesse et le grand air l'avaient cependant enchantée. Elle était loin de l'hôtel qu'elle avait en horreur et son entourage lui convenait tout à fait. Le fleuve tourbillonnait dans l'obscurité, on distinguait à peine la surface mouvante de l'eau dont le bruit emplissait l'air. Il se tenait à un endroit dégagé entre de gros troncs d'arbres, tant restant dans le chapitre. 18,71% au loin, une petite lumière verte se biançait légèrement, signalant la présence du vapeur qui Dave, IITIS emmenait. Lorsqu'enfin ils montèrent à bord, le bateau, très petit, leur fit sentir par en dessous une série de légères secousses, puis se mit à laborer l'eau d'un mouvement régulier. Ils avaient l'impression de voguer sur le cœur de la nuit, car devant eux les arbres paraissaient se rejoindre et tout autour on entendait bruire les feuillages. Comme cela se produit en général, l'obscurité profonde, prêtant aux paroles une sonorité grêle et mate, ôtait à chacun l'envie de communiquer avec d'autres. Après avoir fait 3 ou 4 fois le tour du bateau, ils se retrouvèrent en groupe, bâillant à qui mieux et regardant tout une même tache particulièrement sombre sur le rivage. D'une voix à peine murmurante, scandant les mots comme si l'air la faisait suffoquer, Mrs. Flushing se demandait où ils allaient dormir. Ce ne pouvait être en bas, dans cette niche à chien qui sentait l'huile des machines, ni sur le pont, ni. Elle bâilla largement. Comme elle en l'avait prévu, la question de nudité se posait déjà, bien que chacun tombât de sommeil et fût à peu près invisible pour les autres. Ayant, avec l'aide de Saint John, tendu une toile, elle persuada Mrs. Flushing qu'elle pouvait parfaitement se déshabiller derrière ce rideau et que personne ne regarderait si par hasard quelque partie d'elle-même, dissimulée pendant 45 ans, s'offrait nue aux yeux des humains. On étala des matelas, on apporta des couvertures et les 3 femmes s'étendirent côte à côte dans la douceur du grand air. Temps restant dans le chapitre. 17 minutes les messieurs, après avoir élimé, un nombre de cigarettes dont ils lançaient, l'un l'OH, bout encore allumé, après avoir regardé quelque temps l'eau noire se rider au-dessous d'eux, se déshabillèrent à leur tour pour se coucher à l'autre extrémité du bateau. Ils étaient très fatigués, de plus, séparés les uns des autres par des cloisons d'ombre. La lumière de l'unique lanterne éclairait des cordages, quelques planches du pont, la lisse du bateau, mais ailleurs l'obscurité était ininterrompue. Pas la moindre lueur n'effleurait les visages, ni les arbres massés sur les rives. Peu de temps après, Wilfrid Flushing dormait, Hirst dormait, et Wes seul restait éveillé, les yeux levés droit vers le ciel. Le léger mouvement du bateau, les formes noires qui sans cesse passaient devant son regard l'empêchaient de réfléchir. La présence de Rachel berçait sa pensée comme pour l'endormir. Si proche, à quelques pas de lui, de l'autre côté du bateau, elle lui ôtait le moyen de penser à elle, comme elle l'eût mis dans l'impossibilité de la voir en se plaçant tout près de lui, le front contre son front. Il ne savait pourquoi, le bateau s'identifiait avec son être à lui, et pas plus qu'il n'y avait de sens à se lever pour aller gouverner le bateau. Il n'était utile de lutter contre la force irrésistible de ses sentiments, il était emporté toujours plus loin de tout ce qu'il connaissait, passant par-dessus les barrières, perdant de vue les jalons, pénétrant dans les eaux inconnues, à mesure que le bateau glissait à la surface unie du fleuve. Apaisé, en un relâchement de la conscience qu'il n'avait pas éprouvé depuis bien des nuits, il restait étendu sur le pont, suivant des temps restants dans le chapitre. Ses mains 71% arbres et les broussailles, sommelition, toile y fait réciproquement au ras du sol clan un vaste petit lilas, tandis que de place en place, un tronc superbe se dressait au-dessus de la mêlée, agitant légèrement, dans une couche supérieure de l'air, de fines ombrelles de verdure. Et ouais jeta un nouveau regard sur ses livres. La matinée était aussi paisible que la nuit et pourtant très étrange parce que maintenant il faisait jour, parce qu'il pouvait voir Rachel, entendre sa voix, se tenir près d'elle. Il se sentait comme en attente, immobile parmi les choses qui passaient au-dessus et autour de lui, voix, formes humaines, oiseaux. Mais il y avait avec lui Rachel, qui attendait, elle aussi. Il la regardait de temps en temps, comme si elle dût savoir qu'ils attendaient ainsi ensemble, emportés ensemble sans pouvoir offrir la moindre résistance. Il lut dans son livre, « Qui que vous soyez dont la main me tient aujourd'hui, faute d'une seule chose, tout sera inutile. » Un oiseau fit entendre un rire sauvage, un singe ricana, lançant une question malicieuse. Alors, comme une flamme pâlit dans l'ardent éclat du soleil, les paroles du poème, après un sursaut,
s'éteignirent. Petit à petit, à mesure que le fleuve se rétrécissait, les bancs de sable perdaient leur relief, formaient un terrain plat, envahi d'une végétation touffue. On entendait les bruits de la forêt résonner comme dans une salle. Des cris s'élevaient soudain, en restant dans le chapitre. 14,71% suivi, le long S, il, S, TH qu'il s'en produit dans une catémère de camp, une voix d'adolescent vient de se taire, mais que son écho vibre encore parmi les extrêmes régions de la voûte. À un certain moment, Monsieur Flussing se leva pour aller parler à un matelot. Il annonça ensuite que dans l'après-midi le vapeur s'arrêterait quelque temps et que l'on pourrait aller faire une promenade dans la forêt. Il y a partout des pistes tracées entre les arbres, expliqua-t-il. Nous ne sommes encore qu'à 2 pas de la civilisation. Il examina la peinture de sa femme. Trop bien élevé pour se prononcer en public, il se contenta de recouvrir d'une main la moitié de la pochade et de faire un grand geste avec l'autre. Seigneur, s'écria Hirst qui regardait droit devant lui, vous ne trouvez pas que c'est étrangement bourbeau, répéta Elan. Le mot lui parut si menu, si bizarre, elle-même et Hirst si petit qu'elle ne songea pas à répondre. Et ouais jugea qu'il fallait dire quelque chose. C'est à cela que les Élisabétains ont emprunté leur style, déclara-t-il, pensif, plongeant le regard dans cette profusion de feuillages, de corolles et de fruits prodigieux, en restant dans le chapitre. 13,71% devenaient liane verte, de sorte que Mrs. Flussing dut abandonner son esquissé, en silence, regarda devant elle. Hirst se réveilla, puis on vint les appeler pour le déjeuner. Pendant qu'ils étaient à table, le bateau s'arrêta à quelque distance du rivage. Le canot qu'ils remorquèrent eut amené, on aida les dames à aider. Esquissé, en silence, regarda devant elle. Hirst se réveilla, puis on vint les appeler pour le déjeuner. Pendant qu'ils étaient à table, le bateau s'arrêta à quelque distance du rivage. Le canot qu'ils remorquèrent eut amené, on aida les dames à y descendre. Pour le cas où elle s'ennuierait, elle en glissa sous son bras un volume de mémoire et Mrs. Flussing prit sa boîte de peinture. Ainsi équipée, elles se laissèrent déposer sur la rive, à la lisière de la forêt. À peine avait-on parcouru quelques centaines de mètres sur la piste parallèle au fleuve, que elle en déclara la chaleur intenable. La brise ne venait pas jusque-là et la forêt dégageait une atmosphère de buée chaude, saturée d'odeurs. Je vais rester ici, annonça Elan, désignant un tronc d'arbre depuis longtemps écroulé, sur lequel des lianes s'entrelaçaient en tous sens et les troncs resserraient leur étau. Elle s'assit et ouvrit son ombrelle, les yeux fixés sur le fleuve rayé par les troncs d'arbres. Derrière elle, la forêt s'enfonçait dans l'ombre noire. Vous avez raison, dit Mrs. Flussing, commençant à préparer sa boîte de peinture, tandis que son mari lui cherchait un point de vue intéressant, en restant dans le chapitre. 11,72% Hirst nettoya une place à terre près de Hyman et s'y installa résolument, comme s'il avait l'intention, le non pas bouger avant d'avoir épuisé les sujets d'une longue conversation. Seuls Terence et Rachel restaient debout, sans aucun programme. Terence se rendait compte que le moment décisif était arrivé, comme il était fatal qu'il arrivât. Il se sentait néanmoins parfaitement calme et maître de soi. Il fit exprès de s'attarder un instant, essayant de faire sortir Elan de son coin. Rachel se joignit à lui pour conseiller à sa tante de les accompagner. Vous êtes, à ma connaissance, la personne la moins aventureuse qui soit, observa Highway. Vous supportiez de rester assise sur l'une des chaises vertes de Hyde Park. Vous n'allez donc pas bouger de l'après-midi? Cela ne vous dit rien de marcher un peu au non? Répondit Elan. On n'y a qu'à ouvrir les yeux. On trouve tout ici, tout, répéta-t-elle d'une voix somnolente. Que gagnerait-on à marcher? Hirst intervint. Vous rentrerez pour le thé, excédé de chaleur et d'humeur massacrante, tandis que nous serons frais et suaves dans ses yeux levés sur eux. On voyait les reflets jaunes et verts du ciel et des branches qui estompaient l'acuité du regard. Il semblait mettre une intention dans ce qu'il disait. Pour lui et pour Elan, il était donc entendu que Terence et Rachel allaient en restant dans le chapitre. 10,72% se promenaient ensemble, un INS, un point, un FTAIE. Le X, s'y échangèrent un coup, T se 1111 on otite. Au revoir, cria Rachel. Au revoir. Attention au serpent, répondit Hirst. Il s'installa plus confortablement encore à l'ombre que faisait l'arbre abattu et la silhouette de Elan. Monsieur Flussing cria aux jeunes gens qui s'éloignaient, nous repartons dans 1 heure d'ici. Ne l'oubliez pas,
Et ouais, une heure tracée par l'homme ou respectée on ne sait pourquoi par la nature, une large avenue perpendiculaire au fleuve coupait la forêt. Elle eût rappelé un chemin forestier d'Angleterre, n'étaient les arbustes tropicaux qui l'abordaient, avec leurs feuilles en lame d'épée, et le sol que recouvrait au lieu d'herbe une mousse vierge, élastique, étoilée de petites fleurs jaunes. À mesure qu'il s'enfonçait dans les profondeurs sylvestres, le jour s'obscurcissait et aux bruits ordinaires du monde se substituaient ces craquements, ces soupirs qui donnent aux voyageurs le sentiment de marcher au fond de la mer. Le chemin se rétrécit, obliqua entre deux haies de lianes qui tenaient étroitement enlacés les troncs d'arbres et semblaient exploser par endroits en étoiles de fleurs écarlates. Dans les hauteurs, soupirs et craquements étaient parfois interrompus par le cri tant restant dans le chapitre. 9,72% 011, JVC, vous, ils se tueront en gitule, PWS instant. EVM Rivlight être descendu sur le mont de NT premier. C'est ce que je ressens depuis le jour où je vous ai connu, dit-il. Ensemble, nous sommes heureux. Il n'avait pas l'impression de parler, ni elle d'écouter. Elle reprit, très heureuse. Ils continuèrent à marcher sans rien dire, pressant inconsciemment le pas. Nous nous aimons, dit Thérence. Elle répéta, nous nous aimons ensuite. Le silence fut rompu par leurs voix réunies en d'étranges accents inaccoutumés qui ne formaient pas de paroles. Ils marchaient vite, toujours plus vite, puis, simultanément, ils s'arrêtèrent, s'étreignirent, se dégagèrent de l'étreinte et tombèrent assis sur le sol, côte à côte. Des sons se détachant du fond de l'espace jetaient un pont par-dessus leur silence. Il temps restant dans le chapitre. 8,72.0 entendait le bruni, les âmes un cri rock d'Aninlal dans un monde lointain. Nous nous aimons, répéta Thérence, scrutant le visage de Rachel. Leurs deux visages étaient très pâles, très calmes, ils se taisaient. Il avait peur à l'idée de l'embrasser de nouveau. Elle se rapprocha progressivement, s'appuya contre lui. Pendant quelque temps ils restèrent ainsi. Elle prononça une fois, Thérence il répondit, Rachel après une nouvelle pause, elle murmura, terrible, terrible, mais en disant ce mot, elle ne pensait pas plus à ce qu'elle ressentait qu'au bruit tourbillonnant de l'eau qui persistait dans le lointain, qui se prolongeait, absurde et cruel. Elle vit des larmes couler sur le visage de Thérence. C'était à lui de prendre la prochaine initiative. Beaucoup de temps semblait s'être écoulé. Il sortit sa montre. Flussing a dit, 1 heure. Il y a plus d'une demi-heure que nous sommes partis, il en faudra autant pour le retour, dit Rachel. Temps restant dans le chapitre. 7,73%. Ils se tuvoururent des calitres la large amine, pareille à celle des forêts d'Angleterre, Pessil avait prise en quittant leurs amis. Ils continuèrent à marcher, silencieux connus des somnambules, avec par instant une étrange conscience de la masse de leur corps. Puis Rachel s'écria tout à coup, Élan dans un endroit ensoleillé, à la lisière de la forêt, ils zappaient sur Élan, toujours assise sur le tronc d'arbre, avec la blancheur éclatante de sa robe en pleine lumière, près de Hirst étendu, appuyé sur son coude. Ils s'arrêtèrent machinalement. La vue des autres les empêchait d'avancer. Ils restèrent sur place pendant quelques instants, la main dans la main, silencieux. La vue des autres leur paraissait insupportable. Il faut pourtant y aller, dit Rachel sur ce ton étrangement sourd qui avait été le leur jusque-là. Et au prix d'un effort considérable, ils s'obligèrent à franchir la courte distance qui les séparait du couple assis sur le tronc d'arbre. Comme ils en approchaient, elle en se retourna et les vit. Elle les regardait pendant quelque temps sans rien dire. Quand ils furent tout près, elle demanda tranquillement, « Avez-vous rencontré Nor ? Flussing, il est allé au-devant de vous, pensant que vous vous étiez perdu. Je lui disais bien pourtant que vous n'étiez pas perdu tant restant dans ce chapitre. » 5,73%. Hirst se retourna moyen et rejeta la tête en arrière de façon à regarder les branches qui se croisaient en l'air au-dessus de lui. « Eh bien, cela valait-il la peine ?» demanda-t-il d'un air rêveur. Et Wes s'assit près de lui sur l'herbe et commença à s'éventer. « Chaud, dit-il. » Rachel, installée en équilibre près de Élan, sur le tronc d'arbre, répéta, « Très chaud, vous avez l'air exténué, en tout cas, observa Hirst, il fait affreusement étouffant sous ces arbres, dit Élan, ramassant son livre et le secouant pour faire tomber les brins d'herbe qui s'étaient glissés entre les pages. Puis tout le monde se tut et regarda le fleuve qui coulait, tourbillonnant entre les arbres, jusqu'au moment où Monsieur Flussing rompit ce silence. Il surgit de la forêt, à 100 de mètres sur la gauche, criant d'une voix autoritaire, «
Ah, vous avez fini par retrouver le chemin. Mais il est tard, bien plus tard qu'il n'avait été convenu, et ouais, en restant dans le chapitre 80-73% était quelque peu Iché, comme chef d'expédition, enclin à se comporter en dictateur. On se parlait vite, en termes inutilement sévères. En temps normal, un retard n'a pas d'importance, en effet, mais quand on demande aux hommes d'être exacts, il les rassembla et les fit descendre sur la berge où la barque les attendait pour les ramener au bateau. La chaleur de l'après-midi s'atténuait et devant leur tasse de thé, les Flusing redevenaient communicatifs. En les écoutant, Terence avait l'impression que la vie évoluait désormais sur deux plans distincts. Il y avait les Flusing qui bavardaient sans arrêt, quelque part dans les airs, au-dessus de sa tête, tandis que Rachel et lui-même étaient descendus ensemble au plus profond de l'univers. Cependant, avec ce quelque chose de direct qui, chez elle, rappelait les enfants, Mrs. Flusing possédait aussi l'instinct qui fait dépister aux enfants ce que leurs aînés veulent garder secret. De ses yeux bleus, elle scrutait Terence et s'adressait à lui en particulier. Que ferait-il? Voilà ce qu'elle voulait avoir si le bateau rencontrait un rocher et coulait. Vous pourriez penser à autre chose qu'à vous sauver vous-même. Je pourrais faire ça, moi. Oh que non, disait-elle en riant, pas de danger. Il n'y a que deux êtres dont une femme moyenne se soucie en général, son enfant et son chien. Et pour un homme, je crois bien qu'il n'y en a même pas deux. On vous parle d'amour dans les livres, c'est ce qui fait que la poésie est si tant restant dans le chapitre 80-73 cas embêtante. Mais dans la vie réelle, qu'est-ce qu'on trouve? C'est toujours pas l'amour, cria-elle pour finir. Terence murmura quelque chose d'inintelligible. Monsieur Flushing, entre-temps, avait recouvré son urbanité. Il fumait une cigarette et ce fut lui qui répondit à sa femme, « Vous ne devez pas perdre de vue, Alice, que votre éducation a été très peu normale, très spéciale, devrais-je dire. Il n'avait plus de mère, expliqua-t-il, abandonnant un peu de son formalisme, et leur père un homme charmant, je n'en doute pas, n'avait de tendresse que pour les chevaux de course et les sculptures grecques. Racontez l'histoire du bain, Alice dans la cour des écuries, dit Mrs. Flusing, sous la glace, en hiver. Il fallait y entrer de gré ou de force, sans quoi c'était le fouet. Les plus forts résistaient, les autres mouraient. Ce qu'on appelle la survivance des plus aptes. Excellent principe, on peut le dire, quand on a 13 enfants, tout cela en plein cœur de l'Angleterre, au XIXe siècle, s'exclama Monsieur Flusing, se tournant vers Zéland. Mais Mrs. Flusing déclara, j'en ferai tout autant pour mes enfants si. Tout autant pour mes enfants si j'en avais. Chaque mot résonnait distinctement aux oreilles de Terence, mais que disait-il? À qui parlait-il? Qui était-il? Ces personnages irréels, qui se promenaient quelque part, tout en temps restant dans le chapitre. 73% ou dans les airs, après eux, il saurait son nier. Chacun se leva et alla se pencher l'avant du bateau. Le soleil se couchait, l'eau était noire à un endroit, cramoisie à un autre. Le fleuve s'était élargi de nouveau. On passait, près d'une petite île, plantée dans un coin sombre dans le milieu du courant. Deux grands oiseaux blancs, baignés de clarté rouge, se tenaient là comme sur des échasses. De squelettiques empreintes de pattes d'oiseaux marquaient seule la plage unie au bord de l'île. Le long du fleuve, les branches d'arbres paraissaient plus tordues, plus anguleuses qu'avant. Le vert glauque des feuillages était éclaboussé d'or. Hirst, penché sur la proue, rompit le silence par des lamentations. On est affreusement mal à l'aise, vous ne trouvez pas? Ces arbres vous portent sur les nerfs. C'est un tel fouillis. Dieu est fou, il n'y a pas de doute. Qui donc, étant sain d'esprit, aurait pu concevoir un pays aussi sauvage et le peuplé de singes et d'alligators? Je deviendrais fou s'il me fallait vivre ici. Faux allié. Terence voulut lui répondre, mais Mrs. Ambrose le devança pour inviter Hirst à observer la façon dont se groupaient les objets, les couleurs étonnantes, les formes des arbres. Elle semblait vouloir protéger Terence contre le contact des autres. Oui, dit Monsieur Flusing, et à mon avis, cette absence de population qui déplaît à Hirst apporte précisément la note caractéristique. Avouez, Hirst, que même une petite ville italienne tant restant dans ce chapitre. Demain 73-60 temps restant dans le chapitre 1 c'est un ou moins suivi sur l'avenir politique du pays et sur la mesure dans laquelle celui-ci était déjà exploré. Les autres, jambes étendues ou menton appuyé sur la main,
contemplait en silence. Mrs. Ambrose regardait et écoutait, non sans bonne volonté, mais avec un malaise intérieur dont l'origine exacte n'était pas facile à déterminer. En regardant la rive sur l'injonction de M. Flussing, elle se disait que le pays était beau, mais aussi qu'il était étouffant, inquiétant. Il lui déplaisait d'être le jouet de sensations désordonnées. Or, à mesure que le bateau se glissait toujours plus avant sous l'ardent soleil du matin, elle se sentait, sans raison, de plus en plus émue. Était-ce dû au spectacle inusité de la forêt ou à quelque autre cause moins définie? Elle n'aurait su le dire. Délaissant le paysage, elle retomba dans ses inquiétudes au sujet de Ridley, de ses enfants, des choses à longue échéance, telles que la vieillesse, la pauvreté et la mort. Hirst était déprimé, lui aussi. Il avait attendu cette expédition comme de véritables vacances, pensant qu'une fois loin de l'hôtel ce ne serait qu'une série d'aventures merveilleuses, au lieu de quoi il ne se passait rien et chacun restait là, mal à l'aise, refoulé, centré sur soi-même comme d'habitude. Voilà ce qu'on cueillait toujours pour avoir fondé trop d'espoir sur n'importe quoi. On était invariablement déçu. Il en voulait à Wilfrid Flushing d'être si bien habillé et si formaliste. Il en voulait à Terence et à Rachel. Pourquoi ne parlait-il pas? Il les voyait, assis en silence, préoccupés d'eux-mêmes, et cette vue l'exaspérait. Il les supposait fiancés ou sur le point de l'être, mais ce fait, loin de lui sembler romanesque, excitant, demeurait aussi plat que tout le reste. Cela l'irritait d'ailleurs de les savoir amoureux, tant restant dans le chapitre 19-74% on se croirait un des loin sorts, continuait M. Flushing. Il suffirait d'enlever cette imbustite flétieresse jaune, mais, ma parole, regardez donc. Sur plusieurs rangs, des dos bruns, un instant immobiles, s'élancèrent comme s'ils bondissaient par-dessus des vagues et disparurent. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Était-il possible que ce fût là un passage d'animaux en chair et en os, un troupeau de daims en liberté, excités comme des enfants? Ils oublièrent leur humeur maussade. Hachi est resté, avec un enthousiasme spontané, s'écria « Jamais je n'avais rien vu de plus grand qu'un lièvre. Je suis idiot de n'avoir pas emporté mon coda peu après. » Le bateau s'immobilisa progressivement et le capitaine vint expliquer à M. Flussing qu'une promenade à terre ne pouvait manquer d'être agréable aux voyageurs. S'ils décidaient de revenir dans 1 heure, il les emmènerait jusqu'au village. S'ils préféraient marcher, 1 mille ou 2 tout au plus, il les retrouverait à l'embarcadère. Cette question réglée, on les déposa de nouveau sur la rive. Les matelots sortirent de leurs poches du tabac et des raisins secs, et accoudés à la lisse, regardèrent s'éloigner les Anglais, dont les vestons et les robes faisaient un si drôle d'effet sur ce fond de verdure. Une plaisanterie, assurément peu convenable, Provost en restant dans le chapitre 16-74 KNE. La onzaine, R, Inti, LTNP, TLY, Phi, Paul ira laisser tendre confortablement le pont aussitôt débarqué. Terence et Rachel devancèrent légèrement tous les autres. Dieu soit loué, s'écria Terence avec un long soupir. Enfin, nous sommes seuls si nous ne nous laissons pas rattraper. Nous pourrons nous parler, dit Rachel. Pourtant, malgré la distance qui leur permettait de dire tout ce qu'ils voulaient, ils restaient silencieux. Vous m'aimez, demanda Terence à la longue, rompant à grand-peine ce mutisme. Parler ou se taire exigeait un effort égal. Quand ils ne disaient rien, chacun d'eux sentait trop vivement la présence de l'autre. Quand ils parlaient, leur langage leur paraissait trop trivial ou trop grandiloquent. Elle murmura quelque chose d'inintelligible qui se terminait par « Et vous, oui, oui », répondit-il, tant restant dans le chapitre. 15 minutes dit 1,11 temps, 10, 110 STS 10 Taville Teddy Teddy 5 PPR et 111 à 1111 C11, 1111, Rat Melkaer d'Avantige, de Terranchi la battue, te qui c'était toi mère, mythe X depuis l'an dernier entretien, elle, a dit-lui une paraissait offivoyable, étrangement complexe. Apparaissait un instant, le lucidité parfaite, Terence retombait dans la confusion. Je vais commencer par le commencement, déclara-t-il, prenant un parti, je vais vous dire ce que j'aurais dû vous dire plus tôt. En premier lieu, je n'ai jamais aimé personne d'autre, mais j'ai eu d'autres femmes. Ensuite, j'ai de grands défauts. Je suis paresseux, je suis fantasque malgré l'exclamation de Rachel. Il poursuivit, il faut que vous connaissiez ce qu'il y a de pire chez moi.
je suis sensuel, je suis dominé par le sentiment de mon inutilité, de mon incompétence. Je n'aurais sans doute jamais dû vous demander de m'épouser. Et puis je suis snob, je suis ambitieux, elle protesta, à nos défauts, quelle importance cela a-t-il? Puis aussitôt elle demanda: suis-je amoureuse? Est-ce cela être amoureux? Est-ce que nous allons nous marier? Ernfrellte Ali, loin, T chapitre 14015 Nital Tilal aussi et 011, 111 C1, 1111 pieds, 1111 1,1 ni, 11, 11 T dans T 11 150 100 Dilali, 11 1111, 1, l'intr, l'instant l'après, il vient onissé 1101 1111,1 millisecondes, 7, T1 pied, Ation D011101 RL08 Lial Chatiti. Cela va être une mise en regard dans les détails de son visage, la forme de ses yeux, le pli de sa bouche. Elle se rendit compte qu'il lui plaisait et elle ajouta: ce qui me donne envie de me battre vous inspire, à vous, de la compassion. Vous avez plus de finesse que moi, beaucoup plus de finesse. Il lui rendit son regard avec un sourire, notant chez elle, comme elle venait de le faire pour lui, de tout petits détails caractéristiques qui l'enchantaient. Elle était à lui pour toujours. Cette barrière franchie, des joies sans nombre les attendaient tous deux. Je n'ai pas plus de finesse, répliqua-t-il, je suis seulement plus âgé, plus paresseux, un homme et non une femme. Elle répéta nommé envahi, d'un sentiment de propriété dit que désormais, elle, pourrait le toucher. Elle tendit la main et lui effleura légèrement la joue. Les doigts de Thérence se posèrent sur les traces des siens et ce contact de sa propre temps restant dans le chapitre 12 mains 75 mains avec son visage laminaï, l'invincible sensation d'irréalité. Son corps redevint été, le non de NT premier était irréel. Qu'est-ce qui s'est passé? fit-il. Pourquoi vous ai-je demandé de m'épouser? Comment est-ce arrivé? Est-ce que vous m'avez demandé de vous épouser? S'étonna-t-elle à son tour. Ils s'effaçaient, s'en allaient, loin l'un de l'autre et aucun des deux ne se souvenait des paroles échangées. Nous étions assis par terre, se rappela Thérence. Nous étions assis par terre, confirma Rachel. Ce simple souvenir commun suffit à les rapprocher de nouveau. Ils continuèrent à marcher en silence, l'esprit tantôt vaillant avec l'effort, tantôt renonçant à ce travail, les yeux seuls percevant les objets autour d'eux. Par moments, il recommençait à lui expliquer ses défauts, et pourquoi il l'aimait, ou bien c'était elle qui décrivait ce qu'elle avait ressenti en telle ou telle circonstance et ensemble ils interprétaient ses impressions. Le son de leur voix leur paraissait si beau qu'ils en arrivaient à ne plus écouter les paroles. De longs silences interrompaient leurs propos, silence non plus hostile et confus, mais plein d'une fraîcheur où les pensées banales pouvaient circuler librement. Temps restant dans le chapitre 11 mains 75% tombe la foudre céleste. Sous le cou, elle point 111, un ISSA et les herbes lui fouettèrent les yeux, lui emplirent la bouche, les oreilles. À travers leurs tiges mouvantes, elle vit une silhouette, volumineuse et informe contre le ciel. Elle en était sur elle, roulant d'un côté à l'autre, apercevant tantôt seules les forêts de verdure, tantôt les hauteurs bleues du ciel. Elle avait perdu la parole, perdu presque l'essence. Enfin, elle resta immobile, tandis que devant elle, autour d'elle, toutes les herbes étaient secouées par son souffle haletant. Deux grandes têtes la dominaient dans l'espace, têtes d'hommes et de femmes, de Thérence et de Hélan. Toutes deux avaient les joues en feu, tous deux riaient et leurs lèvres s'agitaient. Ils se rejoignirent dans l'air, échangèrent un baiser. Des bribes de paroles descendirent vers elle jusqu'au sol. Elle crut entendre parler d'amour, puis de mariage. Elle se souleva, se redressa. Elle sentit, elle aussi, la douceur du corps de Hélan, ses bras forts et hospitaliers, la montée et la chute de la joie, en une seule vague immense. Quand ceci se fut apaisé, quand les herbes cessèrent de frémir, quand le sol se déroulait de nouveau à plat de chaque côté, quand les arbres reprirent leur position verticale, ce fut elle qui remarqua la première une petite rangée de formes humaines qui attendaient patiemment, à distance. Elle ne put se rappeler tout de suite qui étaient ces gens-là, elle demanda, qui est-ce, puis la mémoire lui revint. En prenant leur place dans la file, derrière Monsieur Flussing, ils eurent la précaution de laisser une distance de 3 mètres au moins entre le bout du pied de l'un et le bord de la jupe de temps restant dans le chapitre. 9 mains 76% l'oteux. Yinching, loin Livavel Sul, Mo, 1 vient, H le NII, Or, I du fleuve,
puis un bosquet et elle leur signalait les marques du passage des humains, herbes noircies, souches calcinées, et là-bas, derrière les arbres, de curieux nids de bois assemblés en demi-cercle sur une clairière, le village, but de leur expédition. Marchant avec précaution, ils observaient les femmes, silhouettes triangulaires, accroupies sur le sol, les mains occupées à presser de la paille ou à pétrir quelque chose dans des jattes. D'abord inaperçue, la présence des étrangers fut bientôt découverte. Monsieur Flussing, s'avançant jusqu'au centre de la clairière, adressa la parole à un personnage maigre et majestueux dont l'ossature, avec ses saillies et ses creux, fit aussitôt ressortir combien l'anatomie de l'anglais était laide et peu naturelle. Les femmes ne se laissaient pas distraire par les visiteurs. Seules leurs mains s'arrêtèrent un instant et leurs longs yeux étroits glissèrent de côté pour fixer sur eux le regard immobile et inexpressif des êtres que séparent d'autrui une distance supérieure à la portée du langage. Les mains se remirent en mouvement, mais le regard demeura. Il suivit les visiteurs qui s'éloignaient en jetant des coups d'œil à l'intérieur des huttes, où on distinguait des fusils dans un coin, des jattes par terre, des bottes de roseaux. Les yeux solennels des petits enfants les considéraient du fond de l'ombre, les vieilles femmes sortaient la tête pour les voir. Ces regards s'attachaient à leurs pas, parcouraient les jambes, les têtes, avec un soupçon inattendu d'hostilité, comme vous poursuit une mouche d'hiver. Écartant son châle et approchant son sein nu de la bouche d'un nourritant restant dans elle pernitra henson, une femme ne l'équilui pas des yeux tandis qu'il piétinait, incommode, et elles m'ont renoncé à la contempler davantage. On leur offrit des sucreries et ils tendirent de grandes mains rouges pour les recevoir. Ils avaient l'impression de se déplacer lourdement, comme des soldats guindés dans leurs uniformes, parmi ces créatures de douceur et de spontanéité. Mais bientôt l'existence du village reprit son train sans plus s'occuper d'eux, elle les avait absorbés. Les mains des femmes maniaient de nouveau leur paille, leurs yeux demeuraient baissés. Elles ne bougeaient que pour aller chercher quelque objet dans leur hutte, ou pour ramener un enfant qui s'était trop écarté, ou pour traverser la clairière, une jarre en équilibre sur la tête. Elles n'ouvraient la bouche que pour lancer de temps en temps un cri rauque, inintelligible. Des voix s'élevèrent quand quelqu'un se mit à battre un enfant, puis elles se turent de nouveau. Un chant se fit entendre, monta jusqu'à un certain diapason, redescendit un peu, se fixa sur une tonalité basse et mélancolique. Thérence et Rachel, qui se cherchaient, se retirèrent sous un arbre. Le spectacle de ces femmes qui maintenant ne les regardaient plus les avait attirés d'abord par sa sérénité, sa beauté, mais il avait fini par leur communiquer une sensation glaciale de tristesse. Eh bien, finit par dire Thérence avec un soupir. Voilà qui nous montre dans toute notre insignifiance, n'est-ce pas? Rachel acquiesça. Ceci, pensait-elle, alla durer sans discontinuité, ces femmes assises sous les arbres, ces arbres, ce fleuve. Temps restant dans le chapitre. Cette main 76, VOLL 100, l'étui ne tenit et se mit 8 points un mal, au bras l'un, l'autre, sans ce souci, il tréma elle vue. Appuis avait-il fait quelques pas, déjà chacun, le point 11111 8 être qu'il aimait, qu'il est heureux, qu'il était content. Mais pourquoi était-ce si douloureux d'aimer? Pourquoi y avait-il dans le bonheur tant de souffrance? La visite du village les avait tous impressionnés, d'ailleurs, chacun à sa façon. Saint John, abandonnant les autres, s'en allait lentement vers le fleuve, absorbé par des réflexions pleines d'amère tristesse car il se sentait très seul. Elan, debout, au soleil, parmi les fégalames indigènes, était en proie à des pressentiments sinistres. Des cris d'animaux dépourvus de raison qui bondissaient parmi les branches lui parvenaient, plus ou moins forts selon qu'ils montaient ou descendaient. Comme elles étaient petites, les deux silhouettes qui s'en allaient entre les arbres. Elles se représentaient avec acuité les membres grêles, les veines ténues, la chair fragile des hommes et des femmes, si facile à abattre, si prompte à laisser la vie lui échapper, en comparaison de ces grands arbres, de ces eaux profondes. Une branche qui tombe, un pied qui glisse, et les voilà écrasées sur le sol ou noyées dans l'eau. Elle méditait ainsi, les yeux fixés avec anxiété sur les amoureux comme si c'était là un moyen de les protéger contre leur destin. En se retournant, elle trouva les Flussing à ses côtés. Ils discutaient à propos des objets qu'ils venaient d'acheter, se demandant s'ils étaient vraiment anciens et s'ils ne portent en restant dans ce chapitre. Simain 76% talent IMS, 11 101,11 soit 11,1, 1 110 110 1, ELRO, Elmain,1,
11 file une page pelée à Bono sans avis, Lio Xaminure mi-broche, une paire de boucles lents, 1,1, 11 imp. Elle ne cessait d'en vouloir au Flussing, l'avoir organisé cette expédition trop lointaine et trop périlleuse. Puis elle se ressaisit, essaya de soutenir la conversation. Au bout de quelques instants, elle se à contempler un bateau en train de couler sur un fleuve d'Angleterre, en plein jour imagination morbide, elle le savait bien, cependant elle cherchait toujours, parmi les arbres, les silhouettes de Rachel et de Terence et chaque fois qu'elle les rencontrait, elle les couvait des yeux, prête à les protéger en cas de désastre. Néanmoins, après le coucher du soleil, lorsque le vapeur eut fait demi-tour et repris le chemin de la civilisation, ses angoisses s'apaisèrent. Sur le pont, les fauteuils et les gens qui les occupaient profilaient des contours anguleux dans le crépuscule, çà et là, un petit point de feu indique la place d'une bouche, un bras était signalé par le mouvement ascendant ou descendant de ce même point, selon que le cigare ou la cigarette se rapprochait ou s'éloignait des lèvres. Des paroles prenaient leur essor dans l'obscurité mais, faute de savoir où elles allaient se poser, elles manquaient d'énergie et de substance. Du gros monticule blanc qui représentait Mrs. Flussing, s'exhalait à intervalles réguliers des soupirs à demi réprimés. Après cette longue journée accablante, une fois les couleurs effacées, la nuit fraîche parut appuyer ses doigts délicats sur les paupières, comme pour les sceller. Une observation d'ordre philosophique, restant dans le chapitre. 5 minutes, IT 111,11. NT0 Ivesta si longtemps suspendu en l'air, Yves. Intérieur, H-plan, un bâillement conhachi, oncidait, un comme morte, ce fut le signal d'un remue-memige de pied et du minimum mûr, précurseur du sommeil. Le Mont Blanc s'agita, s'étira, finit par disparaître. Après avoir piétiné un moment, Saint John et Monsieur Flussing s'éclipsèrent, laissant 3 fauteuils toujours occupés par 3 personnages muets, la clarté qui tombait d'un fanal au sommet du mât et celle du firmament pâli par les étoiles leur prêtaient des contours, mais n'accusaient pas leurs traits. Cependant, depuis le départ de leurs compagnons, ils se sentaient, malgré l'ombre, très près les uns des autres, car une même peine séantait leurs esprits. Le silence dura quelque temps, puis, avec un soupir, elle en dit « Vous voilà donc très heureux tous les deux comme purifiés au grand air ». Sa voix avait un accent plus spirituel, plus grave que d'habitude. 2 autres voix, un peu lointaines, lui répondirent, qui, elle cherchait à percer l'obscurité pour les distinguer l'un de l'autre. Qu'avait-elle à leur dire? Rachel venait de se libérer de sa tutelle. Une voix pouvait frapper son oreille, mais jamais plus elle n'y pénétrerait aussi loin qu'elle l'eût fait 24 heures plus tôt. Il paraissait obligatoire pourtant que elle en leur temps restant dans le chapitre 4,76%, LRPR Opt 0, 4, 1101,1 nit 10111 lire, Uposait, Pissé 11,111111, un PV étoile chaud, 0, le IO 1011, un A exprimé que pourrais-je vous dire, 0 à 1 et un salicier. Puis elle se mit à parler sans beaucoup de suite, comme pour elle-même, Plutarque qu'en prophétesse qui prononce des oracles. Elle se contraignait à parler. Après tout, j'ai beau gronder Rachel, je suis guère plus sage moi-même. Je suis plus vieille, bien sûr, j'ai fait la moitié du chemin, vous n'en êtes qu'au départ. C'est difficile à comprendre. C'est parfois décevant, je trouve. Les grandes choses ne sont peut-être pas aussi grandes qu'on l'imaginait, mais c'est intéressant. Oh, vous trouverez sûrement que c'est intéressant. Et cela se prolonge. C'était comme s'il avait devant eux une perspective d'arbres sombres que elle en explorait du regard. Et puis, on trouve des plaisirs là où on ne s'attendait pas à en trouver. Il faut que tu écrives à ton père. Bref, vous serez très heureux, j'en suis sûre. Mais il faut que j'aille me coucher. Si vous êtes raisonnable, vous en ferez autant d'ici 10 minutes. Alors elle se leva et se tint devant eux, figure pour ainsi dire dépourvue de traits personnels, et très grande. Bonne nuit, elle se retira derrière le rideau, tant restant dans le chapitre. Demain 77,60 après, Nora son nœud 1,1 palté, I, 10 minutes coïté, l'an avait point 101, l'eau, il se lève pour aller se penche fois suit la lisse. Au-dessous, pan noir réuni s'en allait en glissant, très vite et sans bruit.
y a-t-il une cigarette disparue derrière eux. Quelle belle voix, murmura Thérence. Rachel acquiesça. Elle en avait une belle voix. Un peu plus tard, les yeux levés vers le ciel, elle demanda: sommes-nous à bord d'un bateau, sur un fleuve, en Amérique du Sud? Suis égal à Rachel, êtes-vous Thérence? Le monde vaste et noir s'étendait autour d'eux. Tandis qu'ils se laissaient emporter insensiblement, il leur apparaissait dans toute sa solidité, d'une endurance à toute épreuve. Ils distinguaient des cimes d'arbres, les unes aiguës, les autres rondes, sans dentelure. Levant les yeux plus haut que les arbres, ils les fixèrent sur les étoiles et sur la pâle bordure de ciel au-dessus des forêts. Ces petites pointes de lumière givrées, infiniment lointaines, attiraient et retenaient leur regard, si bien qu'ils eurent l'impression de redescendre d'une grande hauteur, après une longue absence. Quand ils reprirent conscience de leurs mains rivées à la lisse et de leurs corps séparés, debout côte à côte. Vous m'aviez complètement oublié, reprocha Thérence, prenant Rachel par le bras et l'entraînant avec lui. Moi, pourtant, je ne vous oublie jamais. Tant restant dans le chapitre. Un main 77% ou non, chuchota-t-elle. Elle ne l'avait pas oublié, mais vous êtes comme un oiseau qui dort à moitié dans son nid, iole les étoiles, la nuit, l'obscurité. Rachel, vous dormez, vous parlez en dormant à moitié endormi, murmurant des mots sans suite. Il se tenait dans l'angle formé par la proue. Le bateau glissait le long du fleuve. Une cloche sonna sur la dunette. Or, entendit le clapotis de l'eau qui s'en allait en petites vagues de chaque côté. Un oiseau réveillé poussa un cri rauque, changea d'arbre et se tut, à cause de l'obscurité qui ruisselait sur eux. Ils ne sentaient presque plus rien de la vie, sinon qu'ils étaient là, debout, ensemble, dans l'obscurité, tant restant dans le chapitre. Une minute XXILSQ descendait, elle se nommait en point virgule IRNR sûr que les journées successives s'effilant Cyril la terre, les séparant de l'étrange après-midi dans la forêt où ils avaient de contraints à s'avouer ce qu'ils désiraient, ce désir, qui n'était qu'à eux, se révélait aux autres et leur paraissait ainsi presque étranger à eux-mêmes. Ce qui venait d'arriver n'avait rien d'extraordinaire en apparence, ils s'étaient fiancés, ils se marieraient bientôt. Le monde, représenté surtout par l'hôtel et par la villa, se montrait en général satisfait de ce que deux personnes fussent sur le point de se marier, aussi leur faisait-on comprendre qu'ils étaient dispensés de prendre part aux activités qui font marcher ce monde et libres de s'en écarter pour un temps. On les laissa donc tranquilles, si bien qu'à la fin le silence les enveloppa comme si, pendant qu'ils jouaient dans une église immense, la porte se fût refermée sur eux. Il leur fallut se promener tout seuls, rester assis tout seuls, découvrir des retraits où les fleurs n'avaient jamais été cueillies, où les arbres se dressaient solitaires. Leur isolement leur permettait de formuler ces désirs magnifiques mais trop vastes qui offusquent si curieusement d'habitude les oreilles des hommes et des femmes, ces aspirations à un monde pareil à celui qui n'abritait que leurs deux individus. Un monde où, dans une profonde connaissance mutuelle, les hommes n'établiraient leur jugement que sur ce qui est bon, et ne se disputeraient jamais, car c'est là une perte de temps. Ils s'entretenaient de ces choses tant restant dans ce chapitre. 21 main 77% pâle nulles blinsoltcl, ou encore NAMT installe le lipto, hectomètre albre, P1 P11 HP les embarrassait plus les hulots qu'on expi impris ne leur donnait pas une sensation d'étouinement, n'étaient pas effrayés l'un par l'autre, ni, comme le voyageur qui suit les méandres d'un fleuve, ébloui par les beautés brusquement découvertes à chaque tournant. L'inattendu se réalisait, mais le banal même paraissait attrayant et souvent préférable à l'extatique, au mystérieux, car sa solidité était reposante, elle incitait à l'effort, et l'effort, dans les conditions où il se trouvait, n'était plus un effort, mais une joie. Tandis que Rachel jouait du piano, Thérence se tenait près d'elle, occupée ainsi qu'en témoignaient des mots crayonnés de temps à autre à remodeler le monde selon l'idée qu'il s'en faisait depuis que Rachel et lui étaient appelés à se marier. Un monde certes tout à fait différent. Le livre intitulé Silence ne pouvait plus être ce qu'il promettait d'être. Posant le crayon, il fixa son regard dans l'espace et se demanda dans quel sens le monde s'était modifié. Il avait acquis plus de solidité, peut-être, plus de cohésion, plus d'importance, une plus grande profondeur. La terre elle-même ne paraissait-elle pas creusée de profondeurs nouvelles, non plus isolée en collines, en villes, en campagne, mais entassée en masses énormes. Pendant 10 minutes en cire, il regarda par la fenêtre.
Mais non, il n'avait pas de goût pour une terre d'où les êtres humains étaient absents. Il aimait les êtres humains plus, même, que ne les aimait Rachel, se dit-il. Elle, balançant le buste, elle se livrait avec temps restant dans le chapitre. 21 minutes LLTH 01 ainsi, ISTL, IS 1111 IPHR, FITOIRTIEI, code PUTCI, dit, lui, tendant qu'elle lui puétait colcochum pour cent, l'empoignant l'avoir noté une série de petites plitas avec, le, point dit très rogaillon correspondant, il comme lança tout limi, femme. Sous ce titre, j'avais annoté, pas tellement plus vaniteuse que les hommes. Manque de confiance en soi à l'origine de la plupart des graves défauts. Antipathie envers leur propre sexe traditionnel ou fondée sur une réalité. Toute femme, au fond, est moins une libertine qu'une optimiste, car elle ne pense pas qu'en dites-vous, Rachel. Il s'arrêta, son crayon à la main, son papier sur le genou. Rachel ne disait rien. Pas à pas, elle gravissait la spirale ardue d'une des toutes dernières sonates de Beethoven, comme si elle montait un escalier en ruine avec énergie d'abord puis de plus en plus laborieusement, avançant le pied à grand-peine, montant aussi loin que possible, puis redescendant d'un seul trait jusqu'en bas pour recommencer l'ascension d'autre part. Selon la mode du jour, on prétend que les femmes sont plus pratiques, moins idéalistes que les hommes, douées d'une grande faculté d'organisation, mais dépourvues du sens de l'honneur. Il s'agit de savoir ce qu'on entend par ce terme masculin, l'honneur. À quoi cela correspond-il, d'après votre sexe? 1. Temps restant dans le chapitre. 19 mains 78 degrés aux 1, un is de nouveau avec 5, O11 Estepolulus glii, à cette fois-ci encore l'occasion de U101, 10,201 sexe. En surplus, dans sa poursuite de la SAR, elle est, l'IPA devenu un de G qui lui permet éthique, loi ni l'empêchait secrets analyse philosophique semblait réservée à une génération ultérieure. Après avoir plaqué de la main gauche l'accord final, elle pivota sur son tabouret et s'écria enfin, non Thérence, cela ne peut pas durer. Me voilà, moi, la meilleure pianiste fille l'Amérique du Sud, sans parler de l'Europe et de l'Asie, dans l'impossibilité de jouer une note parce que vous êtes là et m'interrompez à tout moment. Vous ne semblez pas vous rendre compte que tel était mon but depuis une demi-heure, répliqua-t-il. Je n'ai pas d'objection contre une bonne petite mélodie bien simple, je trouve cela même favorable à ma création littéraire. Mais un morceau de ce genre me fait l'effet d'un pauvre vieux chien savant qui parade sous la pluie. Il se mit à retourner les petites feuilles de papier à lettres éparpillées sur la table et qui contenaient les félicitations de leurs amis. Tous les vœux imaginables pour tout le bonheur imaginable. Correct, mais pas très expressif, n'est-ce pas, temps restant dans ce chapitre. 19 mains 78%. Tout cela est absurde, s'écria Rachel. Mais vous pas comparer le mot avec les sous, l'âne dont PRNW au roman, aux pièces de thé, au RE, au livre, l'histoire perchée sur le bord de la table, elle remuait d'un air dédaigneux les volumes rouges et jaunes. De la hauteur où elle se trouvait, elle croyait pouvoir mépriser toute l'érudition humaine. Thérence de son côté examina les livres. Mon Dieu, Rachel, vous en lisez, des insanités, s'écria-t-il. D'ailleurs, ma chérie, vous n'êtes pas à la page. Personne n'a idée de lire ces choses-là de nos jours. Pièce à thèse surannée, description poignante de la vie dans l'Istenda. Mais non, nous avons pulvérisé tout cela. Lisez des poèmes, Rachel. Des poèmes, des poèmes, des poèmes. Il prit un des volumes et commença à lire à haute voix avec l'intention de tourner en ridicule les aboiements brefs et secs du style de l'auteur. Mais Rachel ne l'écoutait pas. Après avoir réfléchi pendant quelques instants, elle dit « Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression, Thérence, que le monde est fait tout entier de gros blocs de matière parmi lesquels nous ne sommes que de petites taches de clarté ?» Comme cela, elle regardait les ronds de soleil qui se déplaçaient légèrement sur le tapis et montaient sur le mur. Temps restant dans le chapitre. 18 mains 78%. Non, répondit Thérence. Je me sens solide, immensément solide, comme si les pieds de ma chaise étaient enracinés dans les entrailles de la terre. Mais je me rappelle qu'à Cambridge certains jours on tombait dans de drôles d'états semi-comateux vers 5 heures du matin. Cela arrive encore à Hearst, je suppose. Oh non, avec lui, il n'y a plus de danger. Le jour où on a apporté votre mot nous invitant au pique-nique, reprit Rachel, j'étais assise là où vous êtes et je pensais à cela. Je me demande si je pourrais encore penser la même chose. Je me demande si le monde a changé. Et si oui,
Quand cessera-t-il de changer, et d'elle et le monde réel, quand je vous ai vu pour la première fois, commença-t-il, je vous ai prise pour une créature qui aurait vécu toute sa vie parmi des perles et de vieux ossements. Vous aviez les mains mouillées, vous vous souvenez, et vous n'avez pas ouvert la bouche avant le moment où je vous ai donné un morceau de pain. Et vous avez dit alors, des êtres humains et moi, je vous ai pris pour un poseur. Non, ce n'est pas tout à fait cela. Il y avait des fourmis qui avaient volé de la langue et je trouvais que vous et Saint John, vous étiez comme ces fourmis, très gros, très laids, très énergiques, portant sur le dos toutes vos vertus. Pourtant quand nous avons causé, vous m'avez plu, vous êtes tombée amoureuse de moi, récliait à Thérence. Vous étiez amoureuse de moi, elle, dit le commencement, sans vous en rendre compte. Non, je ne suis jamais tombée amoureuse de vous, affirma-t-elle. Rachel, quel mensonge! Ne restiez-vous pas assise ici même, à regarder ma fenêtre? N'avez-vous pas erré à travers l'hôtel comme un hibou au soleil? Elle répéta, non, je ne suis jamais tombée amoureuse. Si l'amour, c'est ce que les gens entendent par ce mot, c'est le monde qui dit des mensonges, moi, je dis la vérité. Et quel mensonge, quel mensonge! Elle saisit et chiffonna une poignée de lettres d'Evelyn M., de Monsieur Pepper, de Mrs. Thornbury, de Miss Allen, de Susan Warrington. C'était absurde de voir ces gens, si différents les uns des autres, employer à peu près les mêmes expressions pour la félicité de ses fiançailles. Qu'un quelconque de ces personnages eût jamais senti ce qu'elle sentait, qu'il eût la possibilité de le sentir, qu'il eût seulement le droit de prétendre une seconde qu'il était capable de le sentir, elle en demeurait confondue autant que par le service dans la chapelle ou par le visage de l'infirmière. Mais s'il ne t'en restant dans le chapitre 16-78, 0 pouvait sentir certaines choses, quel besoin avait-il de faire semblant? La simplicité, l'arrogance, la dureté de sa jeunesse, toutes condensées désormais en une seule étincelle sous l'action de son amour pour lui, plongeait Thérence dans la stupéfaction. Sur lui, le fait d'être fiancé ne produisait pas cet effet. Le monde lui paraissait transformé, mais pas de cette façon. Les choses qu'il avait désirées, il les désirait toujours et, en particulier, il désirait peut-être plus que jamais la compagnie de ses semblables. Il prit les lettres des mains de Rachel en protestant, « Bien sûr que c'est absurde, Rachel. Bien sûr qu'ils disent certaines choses parce que d'autres ont l'habitude de les dire. Mais, malgré cela, quelle femme charmante que Miss Allen. Pouvez-vous le nier? Et Mrs. Thornbury, elle a trop d'enfants, je vous l'accorde, mais même si une demi-douzaine d'entre eux avaient mal tourné au lieu de grimper infailliblement jusqu'en haut de leur mât de cocagne, n'y a-t-il pas en elle une sorte de beauté, de simplicité originelle? Comme dirait Flussing, n'a-t-elle pas l'air d'un grand vieil arbre qui murmure sous la lune ou d'un fleuve qui continue à couler envers et contre tout? À propos, Ralph a été nommé gouverneur des îles Caroline, le plus jeune gouverneur en exercice. C'est bien, n'est-ce pas? Mais Rachel, pour l'instant, était incapable de concevoir qu'une immense majorité des affaires du monde pût se poursuivre sans le moindre fil qui la reliait avec sa destinée à elle. Elle déclara, en restant dans le chapitre 15-78%, je ne veux pas avoir 11 enfants, je ne veux pas avoir des yeux de vieille femme. Elle vous regarde tout le temps de la tête aux pieds, comme si on était un cheval. Il faut que nous ayons un fils et aussi une fille, dit Thérence, posant les lettres sur la table, parce que, sans compter l'inestimable avantage d'être nos enfants, ils seront élevés à la perfection. Ils se mirent à tracer les grandes lignes d'une éducation idéale. Leur fille serait habituée, dès sa plus tendre enfance, à contempler un grand carré de carton peint en bleu pour évoquer l'infini, car les femmes sont devenues trop terre à terre. Quant à leur fils, on lui apprendrait à se moquer des grands hommes, c'est-à-dire des personnages distingués qui ont réussi,